Enfin, malgré tout, et en guise d'introduction, Cécile m'a remercié de l'avoir invité. Moi, je la remercie d'avoir accepté l'invitation. Parce que ça reste encore très très expérimental tout ce qu'on fait, c'est de voir un peu est-ce qu'on peut faire vivre un groupe autrement que par des posts sur un groupe et de se rencontrer en virtuel mais quand même nettement plus en chair et en os même à travers écran. Donc c'est à la fois une expérience qui a pour but de pouvoir travailler des exercices ensemble à travers les distances. Et cette fois-ci, ça reste quand même malgré tout quelque chose de particulier puisque c'est le premier atelier où on n'est pas vraiment dans la répétition, l'entraînement de modèles classiques qu'on a fait depuis le début, mais plutôt on va découvrir ici manifestement quelque chose de différent, mais de ce que j'ai vu et de ce que tu m'as présenté, quand même terriblement connecté à la PNL. Donc Ah, on n'est super, pas hors sujet. absolument pas. Voilà. Alors Cécile, c'est quand tu veux. Ok. Alors, merci tout le monde d'être là. Merci beaucoup pour votre intérêt. Merci à Christian pour avoir créé ces ateliers, car effectivement, je pense que c'est une vraie plus-value que de pouvoir partager à distance et en étant chez soi. Donc ça, c'est super. Que ça puisse être enregistré, ça met encore le tout à la portée de beaucoup plus de monde. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Euh, pour ce soir, j'ai eu envie de vous proposer quelque chose de ludique et de dynamique, un peu comme la chose-if que j'ai créée. Je n'avais pas du tout envie de partir dans la théorisation, etc., etc. Comme je ne pouvais pas vous montrer une... Oups. Donc j'en étais où? Oui, que je voulais vous proposer ce soir quelque chose de ludique et de dynamique, comme la thérapie par la chose-iflet. J'ai demandé à deux collègues et praticiens en CHOSIF, entre autres, donc Maria Amela Burcher et Paul Doyle, de se joindre à moi parce qu'ils ont deux pratiques très différentes de la mienne, en fait, avec la CHOSIF. Maria, elle est surtout spécialisée, tu le diras peut-être mieux que moi, Maria, en thérapie et peut-être même en thérapie qu'on pourrait dire, entre guillemets, avec des gens qui ont des problématiques qui sont lourdes et tu donnais un exemple de problème de comorbidité et d'anorexie et aussi de personnes âgées. Et toi, Mhm. Paul, tu es plutôt, comment dire, tu t'intéresses plutôt à tout ce qui est entreprise, création d'entreprise, tu te nommes facilitateur en entreprise. Donc, avec moi qui fais de l'accompagnement que j'appelle existentiel, je pensais que ça donnerait à tout le monde une bonne vision de ce que peut apporter la chose. Alors maintenant, quel est le lien de la CHOSIF avec la PNL? Ben, en fait, c'est une fille de la PNL, c'est une descendante de la PNL, tout comme l'a été la modélisation symbolique. Je pense que la plupart d'entre vous en ont entendu parler. La modélisation symbolique, c'est tout ce monde interne, toutes ces métaphores, ces paysages métaphoriques internes que nous avons. Eh bien, on peut simplement, en posant des questions, en utilisant le clean language, simplement faire évoluer ce paysage métaphorique. Eh bien, la chose-if, elle nous permet de faire évoluer ce paysage métaphorique, mais en le matérialisant à travers l'utilisation d'objets symboles. Alors, pour vous donner une petite idée, je vais vous montrer mon panier d'objets symboles. Je ne vois pas très bien ce que je fais, donc dites-moi si vous voyez le... Oui, là c'est bon, Cécile. Donc voilà la quantité et le genre d'objets symboles qu'on peut avoir pour matérialiser ce paysage métaphorique qui, la plupart du temps, est inconscient. Donc, on travaille avec l'expérience subjective. C'est quand même la base de la PNL et des thérapies brèves et de l'hypnose. Ensuite, ce qui est intéressant avec ces objets symboles que je vous montrer, c'est que petit à petit, en fait, ils vont prendre vie. Ils vont prendre vie sur une table, dans un cabinet, ou même encore sur une terrasse ou ailleurs. Ils vont vraiment devenir les acteurs d'une pièce de théâtre. On ne sait jamais à l'avance quel objet symbole sera choisi pour tel état d'être, par exemple. Mais l'idée, c'est quand même comme en PNL et en hypnose et comme en général dans les thérapies brèves, et vous me coupez si c'est pas clair à un moment donné, c'est de partir d'un état actuel dans l'idée d'arriver à un état désiré. Et entre deux, on va rencontrer des ressources, des obstacles, qui eux aussi vont être matérialisés par des objets symboles. Donc c'est vraiment une petite pièce de théâtre qui commence à s'ouvrir sous les yeux du praticien et en même temps à travers la personne
bon, moi je les nomme des patactifs, les personnes que j'accompagne, parce que je n'étais d'accord ni avec le terme de patient, ni avec le terme de passif, ni avec le terme de client. Et donc, j'ai en effet un petit résumé en créant ce néologisme de patactif, un patient qui est actif. Donc, voilà en très gros comment ça fonctionne. J'avais envie de ce soir de vous montrer que bah, c'est vraiment ludique, dynamique, qu'on s'amuse et en même temps, on fait vraiment on permet vraiment à la personne qu'on accompagne toute une maïotique, d'accoucher d'elle-même et de favoriser son individuation. Et un des grands avantages de matérialiser le paysage métaphorique de quelqu'un, c'est qu'on le voit. Donc, il y a moins de risques d'interprétation, de lecture de pensée, de ce genre de choses. Et ça, c'est important. Voilà, en très gros, en théorie, ce qu'est la chose-if. Donc voilà, si vous voulez, je peux vous montrer le petit théâtre de l'inconscient que j'ai bricolé pour vous ce soir. Donc, le voici. Je ne sais pas si vous voyez bien. L'écriture, c'est pas très clair. L'écriture, c'est pas très clair. Mais... C'est pas très clair. Alors, pour l'écriture, c'est facile. On va faire comme ça. Super. Et puis le petit théâtre, ben, il va ouvrir son rideau rouge. Et donc voilà. Alors l'idée qu'on a eue avec Maria et avec Paul, c'est que Maria vous raconte au fur et à mesure des différents tableaux, parce qu'il s'agit en fait d'une vraie séance que j'ai faite avec un garçon qui s'appelle Nils, c'est un prénom fictif bien sûr, qui avait 11-12 ans à l'époque, il doit en avoir 15-16 maintenant. Et voilà, pour le livre, en fait, j'ai demandé à une amie dessinatrice de reprendre toutes les photos que j'avais faites et qui n'étaient pas du tout de bonne qualité pour en faire des dessins. Et elle a vraiment fait des dessins d'une qualité qui est magnifique. Et là, on a toutes les illustrations des photos qui ont été prises durant la séance. Donc, on avait vraiment envie de vous présenter ça comme un petit théâtre, une scène, une pièce. Et Maria va vous raconter au fur et à mesure des illustrations, des tableaux, quelle est leur légende. Et Paul, lui, fera des rapports entre la terminologie PNL, les techniques PNL, et ce que je suis en train de vous dire et ce que vous êtes en train de voir. Est-ce que ça vous convient comme ça? Cécile, juste pour les précisions, pour le fonctionnement du groupe et avec le forum et avec le Zoom, tout le monde est en silencieux, sauf vous trois, donc Paul, Maria et toi, parce que sinon ça fait vite une cacophonie. Donc les moments questions-réponses, je pense que, sauf si la plupart des participants qui ont des questions, mettez-les dans la conversation, si vous voulez bien, ça va éviter, parce que sinon le Zoom ne donne pas bien quand tout le monde pose des questions en même temps. Donc c'est normal que je ne vous entende pas. Voilà, tout à fait. Si à un moment donné, quelqu'un a quelque chose à dire de vraiment d'important ou qu'il n'a pas compris, peut-être faire un signe ou quelque chose comme Ouais. ça, Christian, ce serait Oui, et il y a un possible. signe lever la main aussi. Vous avez un signe lever la main dans l'écran là quelque part en bas ou dans la conversation que je garde à l'œil et j'interromprai Cécile si je vois qu'il y a quelque chose. Ça va? Mais aussi Super. Paul et Marie peuvent voir là dans la conversation. Si vous avez une question, vous l'inscrivez dans la conversation ou vous levez le bras virtuel il est marqué réaction normalement. Vous pouvez faire un petit signe comme ceci. Ouais, tu vois mon signe? Non, tu le vois pas? Non? Donc quand tu fais ce signe, ça veut dire que tu veux t'exprimer. Par exemple. Ok, Mais d'accord, conversation. Comme ça, tout le monde est au courant et tu peux aller de l'avant sans souci. d'accord, parfait. Alors, imaginons qu'on a déjà fait la cueillette avec ce jeune homme, ce grand garçon. Donc, évidemment, on va déjà utiliser tous les outils PNL, c'est-à-dire la synchronisation, la calibration, le rapport, le leading, etc., etc. Donc ça, c'est déjà fait. Maintenant, on en arrive, et Maria, je te laisse la parole, à quel est l'état désiré de ce jeune Niels. Donc après la cueillette, l'état désiré, c'est ne plus avoir peur car ça m'empêche de m'endormir. Et ce qui est très intéressant, c'est que après la cueillette, on va demander à la personne qu'on accompagne de choisir les objets symboles en rapport avec l'état actuel, l'état désiré, les ressources, les obstacles, et vous verrez encore bien d'autres choses. Mais pour le moment, on va rester simple. Donc, Niels a choisi les objets
la girafe pour représenter ses peurs. Et il avait 3 sortes de peurs différentes. Et il a choisi la balle de ping-pong parce qu'il aime beaucoup jouer pour se représenter lui quand il est heureux. Donc la girafe, c'est Niels malheureux et la balle de ping-pong, c'est Niels heureux. Donc déjà, une constatation intéressante à faire, c'est la différence de taille entre les deux. On peut tout de suite voir, sans avoir à l'imaginer, combien de place prennent ces peurs. Bien pour ça, déjà, c'est très intéressant de matérialiser ces paysages métaphoriques. Ensuite, Maria? Niels met du mouvement dans sa cueillette, met du mouvement et de l'ordre dans son paysage métaphorique. Alors, il a décomposé ses peurs maintenant. Il y a une peur qui représente je ne sais plus quoi, une autre qui représente les terroristes et une autre qui représente les vraies peurs. Donc déjà, comme prise de conscience pour ce jeune garçon, il y a 2 peurs qui sont imaginaires et une peur qui est réelle. Donc déjà là, on peut... C'est si, la peur, la première peur, c'est la peur des enfants malades, de tout ce qui se passe. D'accord. Donc ça, c'est ce qu'il entend à la télé, c'est ça? Voilà, c'est ce qu'il entend à la télé, même s'il ne veut pas entendre et qu'il le représente comme ça. Et alors ça, c'est les terroristes? Parce que c'était... Ah non, en fait, c'était la même chose. Oui, c'est avec les terroristes, pardon. Ouais, il y Alors, avait cette peur-là. Et puis, les terroristes, les peurs que je m'invente et les trucs malheureux, c'était l'ambulance, les enfants malades, les trucs comme ça. Donc, il y avait l'ambulance tout au fond pour les enfants malades et les maladies. Ensuite, il y avait le petit bonhomme vert qui était les trucs qu'ils voient à la télé, les terroristes. Et puis, l'autre petit bonhomme, c'était les peurs que je m'invente. voilà. Ok. Et puis, il a ajouté une voiture qui démarre toute seule, une voiture en Lego que je peux vous montrer là. De nouveau parce qu'il aime bien jouer, donc une ressource. Et puis, il a ajouté le Bouddha parce que c'est l'état qu'il aimerait atteindre. Donc ça, en 10 minutes, vous vous rendez compte déjà des informations qu'on arrive à avoir. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que la personne, que ce soit un garçon comme Niels ou un adulte ou qui que ce soit, eh bien, se dissocie immédiatement de son paysage symbolique intérieur. Et donc, ça devient plus facile pour lui de travailler avec. Et pour le praticien, il a une vue très très claire de ce qui est en train de se passer. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ensuite, le tableau suivant, vous le voyez bien? Là, il fait de l'ordre. Il met d'un côté ses peurs et d'un côté ses ressources. Donc là, il y a Niels quand il a peur, quand il est malheureux avec ses peurs. Et puis de l'autre côté, il y a ce qu'il aimerait être, ce qu'il est et ce qui lui donne du plaisir en fait. Donc déjà, vous voyez, il y a une grande évolution par rapport à tout à l'heure où tout était mêlé. Maintenant, comme le dit Maria très correctement, eh ben, il met de l'ordre. Donc d'un côté les ressources et puis de l'autre les obstacles. Ensuite, Ça, c'est une autre prise de vue de l'ordre qu'il met, ou c'est quand il commence à transmuter ses peurs. alors ça, ce qui est très intéressant par rapport à celle d'avant, c'est que vous voyez, le point de vue n'est plus le Change. même. Et Paul, quand le point de vue n'est plus le même, c'est qu'on passe d'une position à une autre. Alors je vois les lèvres de Paul qui bougent, mais je ne sais pas. On t'entend pas. Une question? Oui, Vas-y. Christian, je crois qu'il y a une question. Oui. Oui, vas-y, Oui. Véronique. C'est bien, mais ce qui me manque comme information, c'est le guidage. Quel genre de questions est posée à l'enfant pour qu'il transforme ses dessins déjà et ses positions? Comment vous l'amenez à le guider au fur et à mesure des tableaux? Alors ça, on fait exactement la même chose qu'on fait dans un accompagnement sans objet. C'est ce que je disais tout à l'heure, calibration, synchronisation, rapport, leading. Et puis ensuite, la séance commence avec toute la cueillette d'informations qu'on a réussi à rassembler.
Donc, par exemple, pour le premier tableau, ce serait, alors, quel est l'objet que tu choisis pour symboliser Niels malheureux et quel est l'objet que tu choisis pour symboliser Niels heureux. Dans le deuxième, ce serait, d'accord, tu me parles de peur, mais quelles sont ces peurs et quels pourraient être les objets qui symbolisent ces peurs? Et puis, qu'est-ce qui pourrait symboliser toi quand tout va bien et que tu es tranquille et zen? Ou ça pourrait aussi être qu'est-ce qui te manque ou de quoi est-ce que tu as besoin? Ici, on n'a rien ajouté du tout. Ça a été plutôt. En fait, justement, c'est ce que je vous disais dans le tableau suivant où je voulais que Paul intervienne. C'est qu'on ne va pas rester tout le temps avec le même point de vue du tableau sur la table. On va vraiment se promener autour. Ce qui va permettre d'être en première position, en deuxième position, en troisième position, et donc d'amener des prises de conscience. Parce que quand le Bouddha regarde la girafe ou quand il regarde les peurs, ça va amener plein d'indications. Si c'est la balle de ping-pong qui regarde les peurs ou qui regarde la girafe ou qui regarde le Bouddha, ça va être très différent. Donc on va vraiment tourner autour de cette pièce de théâtre, de cette mise en scène. Donc on pose le même genre de questions que dans tout accompagnement, thérapie brève, PNL, etc. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, tout à fait. D'accord. Paul, je ne sais pas si tu veux prendre la relève pour reparler des positions, mais à ta façon. Mais on l'entend pas. Christian, est-ce que tu sais Paul, pourquoi tu es on... désactivé. C'est ton micro en local qui doit être. Ah, Sinon, Paul, tu peux faire le test audio et tester ton micro en local, hein. Tu as un bouton en haut à gauche qui s'appelle renseignements ou pour les configurations. Bon, pendant que Et si ça Paul... ne va pas, Paul, tu te déconnectes et tu reviens. Ça peut fonctionner aussi. Ça dépend si ton micro est certainement opérationnel. Ça vaut la peine de se reconnecter. Pas encore, pas encore. Tu peux tester en haut à gauche, tu as un bouton sur le test vérification audio sonore. Ou alors, sinon, je peux continuer. Oui, continue, hein, Cécile. Voilà. Est-ce que là, ça va mieux? Génial, Non, super, toujours pas. oui, super. oui, c'est tout bon, oui. Ah ouais, on t'entend très bien là, c'est super. Par contre, moi, j'entends plus rien. Ah non, mais c'est pas grave. On s'en fiche, on t'écoute. Il n'a pas entendu ce que tu... Euh, Ah, écoute, moi, Voilà. Non, toujours rien. On t'entend. Oui, non, on t'entend. Bon, alors continuons peut-être. Par rapport au tableau précédent, on avait ce point de Bon, vue-là. continuez. Moi, j'entends rien. Je sais pas si vous m'entendez, mais moi, j'entends plus rien maintenant. Ça sert à rien de lui dire qu'on l'entend, hein. Je vais- Donc le tableau précédent, juste pour vous le remettre en mémoire, voilà comment c'était. Et parce qu'on a tourné autour de la table avec Niels, voilà comment c'est devenu maintenant. Et puis Maria, peut-être que tu peux ajouter la légende de cette image. Je l'ai ici. Nils ajoute les peurs. Ah non, ça, c'est pas celle-là. Bah, dis donc, si Paul, il n'arrive pas à parler, puis moi, j'arrive pas à me reprendre sur mes feuilles. Là. Quand il tourne la girafe, Nils malheureux et les peurs vont vers la balle de ping-pong. Nils heureux alors, les peurs font moins peur. En fait, en changeant de perception, il change aussi les sensations. Absolument. Donc il est en train de refaire, de retravailler tout son paysage métaphorique. Et donc tous les réseaux neuronaux qui y sont liés, et donc l'air de rien, toutes ces croyances par rapport aux peurs, et ses émotions, ses états internes, etc. Donc ça vous montre aussi qu'on peut travailler avec tout l'index de computation. On travaille avec les états internes, on travaille avec les comportements puisqu'on utilise des objets, et puis on travaille au niveau cognitif, donc le PI, le processus interne. Et tout ça fait que justement les choses évoluent rapidement. Et là, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, la girafe ne regarde plus les peurs. Alors qu'avant, les peurs, elles étaient, si vous voyez bien, elles étaient au pied de la girafe. Maintenant, c'est comme si elles s'en désintéressaient. Donc, Niels malheureux se désintéresse des peurs. Et du coup, ça permet à Niels heureux
d'avoir de plus en plus de ressources et d'équilibre. Et c'est aussi parce d'un point de vue, quand il a tourné, il s'est rendu compte que de partout où il regardait, il voyait toujours le Bouddha tranquille. Je me souviens, entre les quatre pattes de la girafe, le Bouddha était toujours là, posé, tranquille, malgré la grandeur de la girafe. Et ça a permis ça lui a permis de changer aussi de toute cette cascade de transformations qui se sont passées à l'intérieur de lui. Absolument. Donc là, ça vous montre qu'on peut travailler en première position, donc associé, en deuxième position en étant dissocié, mais également quand on tourne de la table en position méta, en troisième position. Et c'est ça qui rend en fait la chose très très intéressante. C'est qu'on est tout le temps associé, dissocié, absorbé, intéressé par l'extérieur, et que ça permet de prendre une vraie distance par rapport à, je vous montre la girafe parce qu'elle est vraiment grande quand même, hein. Voilà, je me recule pour que vous la voyez en entier. Elle fait, je pense, bien 80 cm, quelque chose comme ça, par rapport à quelque chose qui peut être très problématique, très lourd, qui fait très peur pour la personne. Donc cette dissociation, elle permet vraiment de travailler dessus. Et là, le tableau suivant... Je me permets d'intervenir parce que j'ai levé la main à plusieurs reprises qui s'efface. Je voulais savoir, au moment où il change de perception, est-ce que Niels change également la place des objets sur la table ou leur position? Est-ce qu'il peut, par exemple, coucher la girafe ou d'autres choses? Bien sûr, c'est exactement ce qui s'est passé dans ces deux tableaux en fait. On voit que la girafe a totalement changé de Donc c'est position. lui qui l'a fait. Absolument, oui, oui. Okay. En tant que praticien, on va intervenir uniquement si on a envie de faire de la provocation ou de tester quelque chose, en étant bien sûr bien certain que c'est le bon moment et la bonne façon de faire, mais en sachant que c'est une provocation, qu'on est quand même intrusif dans le paysage métaphorique de quelqu'un. En sachant aussi que si son paysage métaphorique nous semble limitant, eh bien, c'est que lui n'est pas capable d'en voir les limites. Donc parfois, oui, ça vaut la peine de le recadrer, de le provoquer, etc. Et là, on se retrouve totalement dans la PNL de nouveau. Parce qu'on va utiliser les questions propres, les questions du métaphorique quand il s'agit de croissance, de croyance, etc., etc. Une question, Merci. Cécile. On a parlé d'objets, de les déplacer. Quand tu parles d'objet, puis quand je le vois comme ça, est-ce qu'il peut remplacer un objet par un autre en cours de procédure? Ce qui est absolument magnifique finalement avec cette méthode, c'est que vraiment la personne qu'on accompagne, elle est totalement libre de choisir les objets qu'elle a envie pour représenter ce sur quoi elle a envie de travailler. C'est pour ça que c'est comme les paysages métaphoriques internes avec la modélisation symbolique, c'est exactement la même chose. Il m'arrivait de faire des séances où il y avait 50 objets et chacun avait vraiment sa raison d'être. Et après, ces objets peuvent changer, ces objets peuvent être consultés, comme par exemple, ça m'arrivait, alors là, Niels ne l'a pas du tout utilisé pour ça, mais avec une personne qui avait des problèmes d'alcoolisme, elle avait choisi ce bouchon en verre, ce bouchon de carafe, pour représenter son problème d'alcoolisme. Ce qui était très intéressant et qu'on a constaté les deux en même temps, c'est que parce qu'elle est ronde et en verre, non seulement tout est déformé, mais en plus, tout est à l'envers. C'est quand même intéressant pour une personne qui a un problème d'alcool. Et ça, pour elle, ça a été une vraie prise de conscience. Et durant la séance, elle a déplacé cet objet, elle l'a mis dans son espace état désiré, et c'est devenu la lucidité. Donc, ça veut tout à fait dire, Christian, comme tu le disais, qu'un objet, il peut revêtir, un objet symbole peut revêtir vraiment beaucoup de significations différentes et changer de l'une à l'autre aussi. J'ai une question de Catherine. Comment et par qui ont été choisis les objets symboles? Alors, en fait, moi, je les ai choisis petit à petit, au marché aux puces, en reprenant des jouets de ma fille qui est devenue grande depuis, en m'intéressant de plus en plus, en fait, en lisant Jung, à deux catégories d'archétypes, qui sont les objets symboles naturels, donc qui proviennent vraiment de la nature, tels qu'une pive, une pierre, ça c'est une pierre des Alpes, du bois fleuté, ça peut être aussi, qu'est-ce que j'aurais d'autre là, une pierre volcanique, enfin tout ce qui n'a pas été touché par l'être humain est ce qu'on appelle un symbole naturel. Après, il y a les symboles culturels, qui sont donc, je vais en montrer d'autres, qui est tout ce qui a été façonné par l'être humain.
Ça peut être en bois, mais façonné, mais ça peut aussi être du plastique, du verre. Ça, je ne sais même pas ce que c'est comme matériau. Donc, il y a vraiment cette distinction à faire entre les objets symboles. Maintenant, moi, j'ai pris l'habitude d'accompagner avec mes objets. Parce que j'ai l'impression que la personne arrive sur un terrain neutre et pourra choisir ce qu'elle veut. Alors, j'en ai, je pense, plus de 200 maintenant d'objets. Alors, il y en a des tout petits, comme ceci, comme il y en a des tout grands, comme la girafe dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais je pense que c'est bien d'avoir un panier ou une armoire ou quoi que ce soit, un endroit où on peut ranger tous ces objets symboles. Et après, la personne, elle les choisit. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit, mais il n'y a rien. Au pire, si c'est un peu difficile pour quelqu'un de choisir, c'est de lui dire, peut-être que c'est l'objet qui vous appelle. Vous ne savez pas pourquoi, et alors, prenez-le. Peut-être que c'est le premier objet vers lequel votre regard se porte qui est important. Après, de nouveau, pour revenir ici en termes PNL, et Paul, je ne sais pas si tu nous entends et si on t'entend. Alors, on te voit parler, mais on ne t'entend pas. Alors, je vais continuer. Cette fois, je crois que c'est bon. Oh là là. Oh, super. Yes, enfin, la technique m'a lâché. Ouais. Donc, en fait, Donc, je vous parle du VACOG des objets symboles. oui, tout à fait. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de rentrer dans l'ensemble de tous les différents niveaux, que ce soit visuel, auditif, kinesthésique, goût, auditif, etc. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que on va utiliser justement l'énergie cumulée du problème et de la solution, puisqu'on va pouvoir travailler avec les deux, en jouant, tout à l'heure, c'est ce qu'on disait, avec les positions de perception. Et puis, sur les différents niveaux logique, les différents niveaux logiques, je vais y arriver, de la pyramide de Dilts. Et moi, j'aime beaucoup cette approche-là, parce que justement, j'utilise moins en thérapie, comme l'a dit notamment Cécile au début. Je suis plutôt dans l'accompagnement d'entreprise, parce que c'est quelque chose qui effraie pas. Si on parle d'hypnose ou de PNL, parfois en entreprise, on nous regarde avec des yeux de hibou, puis on se dit, ouais, qu'est-ce qu'il va nous faire? Tandis que quand on arrive ici avec des jouets, en fait, c'est entre guillemets tellement innocent que les gens baissent la garde assez rapidement, parce qu'il y a un petit moment de régression. Il y a un petit moment de régression, et les gens retournent vers leur esprit d'enfance, qui leur permettent d'ouvrir leur inconscient beaucoup plus facilement et d'accepter de rentrer dans un monde symbolique qui ne s'autoriserait pas en situation normale. Et c'est pour ça que, pour rejoindre justement ce que vient d'expliquer Cécile, c'est vrai qu'on va rentrer dans les différents niveaux du VACOG, et dans les possibilités justement de rentrer dans les schémas de perception différents. En s'observant, et ça crée une forme de schizophrénie. C'est vrai que à ce niveau-là, en PNL, on le joue avec les positions de perception, puisqu'on est dans la dissociation. Et là, ça permet vraiment de rentrer là doucement, avec innocence et naïveté. Cécile, je te cède la parole. Merci, Paul. Mais c'est vrai que j'ai remarqué souvent que quand je présente le panier à objets, et chez moi j'ai l'habitude de le présenter par terre sur un grand tapis, tout de suite j'ai l'impression que les pattes actifs retrouvent leur âme d'enfant, la caverne d'Ali Baba, et puis sont tout contents d'aller faire fouiller là-dedans. Donc c'est vrai que ça enlève beaucoup de barrières par rapport aux termes hypnose, PNL, etc. Maintenant, au niveau du VACOG, on peut avoir des objets qui représentent aussi tout le VACOG. Vous avez vu ce que je vous ai montré avec vos yeux, mais à partir du moment où on les touche, où on les prend, ça devient du kinesthésique. On peut avoir des objets qui sont dans l'auditif, et j'ai eu 2-3 personnes qui se sont amusées, qui avaient besoin de faire circuler cet objet autour de leur tête, au niveau de leurs oreilles, parce que c'était une ressource pour eux. Et puis on peut faire pareil avec par exemple un mélange d'huile essentielle qu'on vaporise à un moment donné, ou que la personne vaporise elle-même. Donc on peut vraiment faire appel à tout le VACOG. Et ça, c'est très intéressant aussi. Maintenant, c'est une séance exceptionnelle que j'ai eue avec ce jeune garçon, parce qu'à un moment donné, le soleil avait bougé dans mon cabinet, et on s'est rendu compte que l'ombre du Bouddha, avec donc ce qu'il aimerait devenir, ce qu'il est et ses ressources, pointait sur la fleur de lotus. Et ça, j'aimerais y revenir aussi, parce qu'en fait,
J'ai vu dans le groupe qu'il y avait une personne qui disait moi j'ai fait de l'hypnose mais j'ai pas fait de PNL. Alors juste que vous sachiez qu'en fait j'utilise tous les outils de la communication et toutes les techniques PNL avec la chosif mais également l'hypnose. Et je me suis rendu compte que ce mélange des trois est vraiment quelque chose de très 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 efficace. Donc si vous voyez bien le dessin, quand il s'était là, il y avait encore ses peurs qui étaient ici. Suite à ça, on a fait une hypnose dynamique, c'est-à-dire qu'il était debout. Simplement, je lui ai demandé d'imaginer un arbre à l'intérieur parce que j'ai appris que l'arbre représente l'essence de notre être. Et en plus, c'est un très bon moyen pour rester bien ancré quand on est debout en transe. Donc, je lui ai fait, et cette séance est entièrement détaillée dans le bouquin pour ceux que ça intéresse. Et donc, je lui ai induit une transe avec l'arbre intérieur. Et à la sortie de cette transe-là, eh bien, il a décidé, lui, c'est pas moi qui le lui ai induit, c'est lui qui a décidé d'enlever toutes les portes de la table et de les remplacer par la fleur de lotus. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte que le soleil avait changé de place et que les ombres commençaient maintenant à s'aligner. Ce qui pour lui a été une prise de conscience. Et c'était magnifique à voir. C'était vraiment un très très beau moment. Quelle était la légende, Maria, pour ce tableau-là? Après l'hypnose rapide, il décide de supprimer les peurs et de les remplacer par la fleur de lotus qui absorbe les peurs. Voilà. Il installe le Bouddha représentant la tranquillité en face et découvre l'ombre qu'il fait. Donc là, il y a quand même aussi une transmutation de symboles. Tous les symboles qui représentaient la peur ont pu être absorbés par la fleur de lotus. Donc, 3 obstacles sont devenus une ressource. Et en plus, il a commencé maintenant à jouer avec les ombres et lumières. Donc, vous voyez, on en arrive à ne plus seulement utiliser le VACOG et la première, deuxième, troisième position, mais à travailler à un niveau qui est encore beaucoup plus, j'ose pas dire quantique, parce que ça me semble un peu ridicule, mais en tout cas plus complet. Si je peux rajouter quelque chose, effectivement, dans ce niveau, on rentre dans un niveau plus complet. Moi, j'ai un peu le sentiment que justement, dans cette espèce de niveau méta, on a une forme de nouveau, c'est peut-être un terme un petit peu bizarre, mais une forme de dissolution de l'ego qui permet justement de se mixer avec les objets et par là même, justement, il y a une transmutation. Alors bon, on va rentrer dans l'alchimie, mais ça permet de mieux se réapproprier ensuite son ego une fois qu'on l'a laissé partir dans un objet qui n'est plus soi, parce que on arrive à se distancer par rapport à tout ça. Et de nouveau, que ça soit en thérapie directe ou en entreprise, ce sont des choses que les gens peuvent se laisser le droit de faire alors qu'ils ne le feraient pas si on leur demandait parfois, on leur pose des questions. En PNL, comme on est très carré, on a des processus qui sont très carrés. Parfois, ça peut brutaliser les gens ou les gens qui sont moins processus, ça les choque un peu. Et là, ça leur permet d'aller à leur rythme, justement, d'entrer dans cette réflexion. Absolument. Et en plus, on peut encore ajouter un niveau supplémentaire qui va certainement paraître ésotérique à certains, mais c'est qu'en fait, avec la pratique, je me suis rendu compte que quand quelqu'un prend, et vous voyez, hein, c'est pas beau du tout, c'est une gargouille, mais qui peut représenter un prédateur, par exemple, ou ce que je t'avais montré, Christian, c'est Gargamel. Lui, c'est vraiment le prédateur par excellence. Des personnes qui ont été abusées petites l'ont choisi pour représenter le prédateur. Donc on voit que c'est pas du tout la taille qui a de l'importance. C'est comme si la capacité de nuisance c'était mise en quelque chose de très petit, mais était toujours aussi grand. Donc il y a des gens qui n'osent pas regarder le symbole en face. Ça leur fait trop peur. Alors quand je leur demande de le prendre dans les mains, je précise que c'est juste pour un tout petit moment, juste pour découvrir cette énergie-là, et puis décider de la quitter ensuite. Certains osent le faire, d'autres pas. Mais ceux qui osent le faire et qui finalement lâchent cet objet symbole se libèrent vraiment d'une emprise réelle qu'il y avait sur eux. Et ça, c'est juste extraordinaire à observer aussi. Donc, on peut ajouter toute la dimension énergétique de chaque objet symbole, que ce soit un obstacle ou une ressource, par exemple, au VACOG et à tout ce qui concerne ce qui est cognitif, croyance, etc., etc., et à ce qui est corporel. Donc, on travaille vraiment sur beaucoup, beaucoup de dimensions en même temps, et c'est ce qui, à mon sens, rend cette méthode tellement efficace et agréable à travailler.
Il y a deux, trois questions sur la liste de conversation. Éventuellement, Maria, est-ce que tu pourrais regarder sur la liste pour voir un peu les questions, les reprendre comme tu es dans le contexte? Oui. Alors, Tu les as vus, les panneaux? je vais juste essayer de remonter pour pas en louper une, parce qu'il y en a beaucoup. Il faut juste que j'augmente le truc. Euh, Je pense que tu peux recommencer à partir de Gilbert et si le Oui. sujet a peur de Et, dessiner. et si le sujet a peur de dessiner, blocage ou pense mal dessiner, mais en fait, on passe pas forcément par le dessin, ou pas toujours. Et puis surtout, je dirais que c'est plus une question de qualité d'accompagnement que de chosif en elle-même. Selon comment quelqu'un a osé parler de ses peurs, de son état actuel, de son état désiré, de ses obstacles, etc., c'est avec lui qu'on va avancer. Pour moi, il y a vraiment un départ d'un état actuel problématique et c'est un cheminement vers un état désiré. Et entre les deux, comme je vous le disais tout au début, pour moi, il y a et des ressources internes, externes, mais également des obstacles internes, externes. Et c'est, à mon sens, notre rôle d'accompagnant de guider la personne pour traverser, en fait, hein, c'est un peu un voyage du héros, finalement, pour traverser cet état actuel à cet état désiré. Et ça n'a rien à voir avec la chosif, à mon avis. Ça a à voir avec la qualité de l'accompagnement. Euh, et puis, en fait, il n'y a pas besoin forcément d'accéder au dessin. Si dans le panier à objets, il n'y a pas forcément ce dont le patient, le actif a besoin, on peut lui laisser, peut-être a-t-il envie de juste écrire le mot sur un papier. Et ce mot va reprendre absolument toute la dimension du symbole qui est associé. On peut aussi lui donner de la pâte à modeler. Il a peut-être envie de modeler ce symbole-là, de lui donner une forme, une couleur. Et là aussi, ça va avoir la même dimension pour le pâte actif. Donc, Pâte à modeler ou Lego d'ailleurs, si je peux ouais. rajouter. Moi, j'ai toujours quelques pièces de Lego ou de Playmobil qui permettent justement de symboliser des choses qu'on n'a pas fait. Et c'est vrai que quand la pâte à modeler et le Lego, ben, les gens arrivent à faire. C'est vrai que dessiner, ça peut parfois être plus compliqué pour les gens qui ont peur de dessiner. Et comme tu disais, Maria, écrire, tu en as donné un très bel exemple dans le bouquin avec un jour. La seule chose qu'arrivait à dire ta patte active à propos de ce qu'elle désirait, de ce qu'elle avait vraiment envie de vivre, c'est que oui, ça allait arriver, mais c'était trop tôt. Donc, elle a préféré écrire un jour, one day. Elle a écrit en anglais d'ailleurs. Et ça a permis qu'elle trouve le symbole de l'état désiré. Parce que du coup, ça avait du sens. C'était pas effrayant, c'était juste en termes écologiques et bienveillant pour elle de le poser à ce moment-là et à cet endroit-là, effectivement. Donc, on retrouve l'écologie qui est chère à la PNL de nouveau et à l'hypnose aussi. Je vais regarder les messages. Pour nous, les symboles ont une signification établie. Pour nous, c'est qui nous? Pour nous, en tant qu'être adulte, nous avons des significations établies. Et comment ça se passe pour ce jeune de 12 ans? Est-ce qu'il avait déjà des significations établies ou est-ce que le symbole a créé la signification? Alors, de mon expérience à moi, il n'y a pas de symbolique ou de symbolisation établie. Il y a des archétypes qu'on retrouve chez la plupart des êtres humains et des sociétés, mais au niveau symbolique, on parle d'individus. Alors, on peut tout à fait parler, comme je le faisais tout à l'heure, de l'arbre intérieur comme essence de l'être, mais un arbre peut aussi représenter un obstacle ou une peur pour quelqu'un. Donc, de nouveau, j'ai l'impression que ce qui est très important, c'est de recycler, de partir de ce qu'amène la personne. Et donc, si son état actuel, c'est ça, ben on le prend comme tel. Si son état désiré, c'est ça, on le prend comme tel. Et on travaille à partir de ça. Et c'est ça que je trouve très important avec le choutif, c'est que justement, on n'a plus besoin d'étiquettes psychologiques, psychanalytiques, PNL, hypnose, etc. On part simplement de ce que la personne exprime et des symboles qu'elle choisit. Donc, il n'y a aucune intrusion de notre part. À partir de là, ça fait un petit peu réfléchir. Oui, évidemment, un cheval couché à terre ou un cheval à qui il manque une patte, ça n'a pas la même signification qu'un cheval qui est en train de galoper dans un pré, ça c'est clair. Mais ça fait partie de nouveau de la subtilité de l'accompagnement et de la compréhension de la personne qui accompagne. L'idée, en fait,
Excuse-moi, je te laisse finir. Ouais. L'idée, en fait, c'est effectivement, c'est pas d'appliquer notre carte du monde à nous, mais c'est d'entrer dans la carte du monde de la personne qui travaille avec nous et d'utiliser ses représentations à elle. On va pas lui plaquer notre représentation symbolique à nous, parce que sans ça, on est de nouveau tout faux. On arrive avec notre monde, on lui plaque notre monde et puis on sert à rien. Là, c'est vraiment de réutiliser la carte du monde de la personne. Et si quelque chose nous paraît pas compréhensible pour nous, c'est qu'il faut lui demander qu'il nous explique ou qu'il trouve d'autres éléments symboliques qui pourront expliquer et construire cet élément-là. En fait, c'est la personne qui construit, c'est pas nous qui lui donnons les clés. Nous, on le guide et on l'amène par les questions, les réflexions, les positions, etc., à exprimer sa propre vision du monde, sa réalité subjective, et puis de l'amener vers ce qu'il souhaite, en fait. Mais nous, on lui plaque rien du tout, c'est pas notre but. Paul, une question dans ce sens-là. Tu viens de dire, ok, on essaye de ne pas projeter la signification symbolique sur un objet donné, mais qu'en est-il Mhm. pas des caractéristiques visibles et observables? Je prends l'exemple, la girafe est grande, grande. Est-ce que tu Mhm. le remets en question ou tu l'acceptes comme tel? Enfin, pour ma part, la girafe est grande. Je serais intéressé de savoir, par exemple, dans le cas de Niels, j'imagine, bah, il y avait, comme l'a expliqué Cécile, hein, il y avait la balle de ping-pong qui est toute rikiki, toute petite par rapport à la girafe, et d'aller interroger le pâté actif par rapport à cette différence-là Mhm. et quelle est cette différence pour lui. C'est pas peut-être que pour lui finalement, alors il y a de fortes chances que si elle est grande et que la peur est grande et que lui il se sent tout petit, il se sent petit face à sa peur. Mais je vais faire attention de ne pas appliquer ma vision des choses, bien plutôt de lui poser la question, en fait, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette différence de taille? Dans quelle mesure est-ce que la taille de la girafe a une influence sur sa perception? Mais surtout pas. Alors après, on reste des humains avec notre vision des choses et les risques que l'on peut avoir. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir des garde-fous et d'éviter de plaquer notre carte du monde, c'est ça. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, oui, oui. Oui, Maria, je te laisse la table de conversation. Tu interromps quand tu veux en fonction des questions qui continuent. Ça va? D'accord, merci. C'est bon Et pour juste toi? ajouter quelque chose à ce qu'a dit Paul, c'est qu'effectivement, le praticien, l'accompagnant, quand il voit qu'il y a cette différence de taille entre Niels heureux et Niels malheureux, va se poser des questions. Mais en fait, il ne va pas interpréter, il ne va pas faire de lecture de pensée, il va poser des questions, exactement comme on le fait en PNL. Et non seulement on va poser des questions, mais on va se mettre à la place de, quand tu regardes depuis le point de vue de la girafe et que tu vois la balle de ping-pong, qu'est-ce que ça amène chez toi comme réflexion, comme sensation, comme ressenti? Dans le corps, ça se passe où? Donc, on va continuer notre cueillette durant le temps d'accompagnement. Et après, on va faire le contraire. On va aller regarder la girafe depuis le point de vue de la balle de ping-pong. Et quand tu regardes Niels malheureux depuis là-haut, qu'est-ce qui se passe? Et je me souviens qu'il avait dit qu'elle avait un regard malheureux et que c'est pour ça qu'il avait choisi la girafe. Donc peut-être qu'il n'avait même pas choisi pour sa taille, ou en tout cas pas consciemment, mais le regard, lui, il l'a pris pour un regard malheureux qu'il représentait lui. Donc en fait, comme on a tout le paysage métaphorique sous les yeux sous forme d'objets symboles, on n'a qu'à poser des questions, faire des recadrages, peut-être une transe par-ci, par-là, et puis, et puis tout se fait de soi-même en fait. Et c'est ça qui est formidable. On n'a plus besoin d'imaginer ou de se mettre à la place de l'autre et d'imaginer sa représentation du monde ou sa carte du monde. Au contraire, on lui demande juste de nous raconter sa carte du monde. Et ça, c'est vraiment facilitant pour la personne qui Mhm. accompagne. Puis on peut même poser des questions si on a un doute et puis lui demander son avis à lui par rapport aux choses plutôt que d'interpréter. Et puis ce qui est assez impressionnant, c'est que les personnes savent exactement pourquoi elles ont choisi tel objet dans telle situation, pourquoi il a cette place-là et pas une autre, comment est disposée leur ligne du temps aussi. C'est hyper intéressant de voir comment chaque individu dispose sa propre ligne du temps et où il place ses ressources et ses Mhm. obstacles. Et il n'y a pas deux lignes. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas deux lignes de temps pareilles. Enfin, et voilà. Et si on a des doutes, plutôt que d'interpréter, vraiment de demander à valider. Si vous êtes d'accord, ce que je vous propose, comme il reste 10 minutes avant les questions-réponses, c'est qu'on termine le tableau, comme ça on garde le fil, puis après on a une demi-heure pour faire les questions-réponses, si ça vous plaît. Alors, Maria, est-ce que tu veux bien Oui.
Niels décide de jouer avec l'ombre et de faire coïncider la pique d'ombre du Bouddha avec un des pétales de la fleur de lotus. Donc là, ce qui est simplement incroyable, c'est comme il a commencé à travailler avec la lumière et les ombres. Et pour lui, c'était très important, comme vous le voyez ici, par rapport à l'illustration précédente, que ça touche vraiment cet endroit-là. Pour lui, c'était une harmonie, pour lui, c'était un lien, mais on a un paysage qui est en train de devenir très beau. Par rapport, et c'est ça aussi qui est formidable avec la chose, par rapport à la forme de solitude du début. Et puis ensuite, le chaos qui s'en est ensuivi. Après à peu près 1 heure, même pas de séance, on arrive à une harmonie qui est quand même magnifique. Donc il y a vraiment eu toute une évolution au niveau symbolique qui va se répercuter dans les systèmes neuronaux, etc., etc. Mais on peut vraiment voir que c'est quelque chose de chaotique qui est devenu beau. Et c'est ce qu'on voit dans la plupart des pièces de théâtre de la Chosif, c'est que soit on part du vide et on arrive à un plein, soit on part d'une disharmonie complète et on arrive à une harmonie. Alors après, il peut y avoir des phases entre deux. C'est normal, comme dans toute évolution, mais pas obligatoirement non plus. Mais en tout cas, on va en général du vide vers le plein et du disharmonieux vers l'harmonie. Et regardez la beauté de ce tableau-là. Maria, si tu veux bien en donner la légende. Il remarque que l'ombre du Bouddha est comme une couronne. Vous vous rendez compte? Un enfant de 11-12 ans arrive pour parler de ses peurs, des peurs qui étaient quand même grandes comme ça. Et à un moment donné, après une chosif et une transe, il remarque qu'il y a une couronne, comme la couronne d'un roi finalement. Donc c'est comme pour moi, c'était comme s'il reprenait le pouvoir, comme s'il reprenait la maîtrise. En plus, c'est tellement beau quand on voit le dessin de cette fleur de lotus, on peut aussi imaginer un aigle avec des plumes, etc., etc. Donc là, on se retrouve vraiment avec des symboles qui sont très forts et surtout en ombre, une couronne. Et ça ne s'arrête pas là, c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'après, il a décidé de... En fait, le soleil avait encore bougé. Donc sur la table, il y avait de l'ombre. Et à un moment donné, il me dit, non, non, il faut que je continue au soleil. Donc il a été par terre dans le cabinet, il a changé d'endroit. Il a été choisir toutes les pièces du jeu d'échecs que j'avais et il les a posées de façon à en faire un château. Donc d'abord, il y a eu la couronne et après, il y a eu le château. Et tout ça en ombre. Je ne sais pas, je me souviens plus, Maria, si la légende, elle ajoute quelque chose à ce que je viens de dire ou pas. Attends, je vais chercher. Non, non, pour cette image, non, il n'y a pas. Il n'y a rien. Donc c'est quand même assez incroyable, en plus de la part d'un jeune garçon, de passer l'imaginaire irréel qu'elle contient, à petit une couronne, donc il le remet dans le centre, hein, en tant que maître de son royaume, et puis finalement à son château qui est son royaume. C'était une séance absolument extraordinaire, celle-là. Donc voilà. Après, la dernière chose, je vais l'enlever. Il a relié le but. Donc il a déplacé le Bouddha, la fleur de lotus qui représentait une couronne, pour les mettre par terre à côté du château et en faire un réel ensemble. Donc, ce que je trouve moi extraordinaire, c'est qu'on est passé d'un état actuel factuel et très difficile et apparemment très grand et lourd à quelque chose de totalement dans la légèreté, dans une autre dimension de l'être humain. Et ça, c'est voilà, c'est ce que permet la Chosif. En tout cas, c'est comme ça que je la vois. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça vous a parlé, si ça vous a fait plaisir, si vous avez compris les liens qu'il y a avec la PNL, si on a été complet. Et à votre disposition pour les questions-réponses. Ou alors, je peux aussi vous montrer les vrais objets qui ont été utilisés par Niels durant sa séance avant. Comme vous voulez. Alors, il y a des questions.
Mais pour le jeune de 12 ans, comment se fait la signification? Et avez-vous des utilisations avec des personnes de base culturelle différentes? Je crois qu'on a déjà eu la réponse. En tout cas, moi, je sens que j'ai D'accord. déjà eu la réponse. Ok, très bien. Parce qu'on peut faire la chosif même avec des gens qui ne parlent pas forcément français. Ben justement, oui. Dans le bouquin, Marie Wencker a travaillé en chosif avec des réfugiés à Lesbos, donc en Grèce. Évidemment, ceux-ci ne parlent pas toujours bien le français ou même l'anglais. Et puis, elle le démontre. Ça a vraiment été une façon très utile parce que justement, comme on n'a plus besoin d'imaginer le paysage métaphorique interne ou la carte du monde de l'autre, mais qu'il la déplie sous nos yeux, on a beaucoup moins à parler et donc à essayer d'expliquer, de comprendre. Ça devient beaucoup moins oral. Parfois, il suffit de prendre un objet et de le déplacer un tout petit peu et d'observer la réaction de la personne, de calibrer donc. Et puis on sait déjà si oui ou non c'est une bonne idée, par exemple. Donc on a beaucoup moins besoin de faire appel au langage. Il y a une autre question. Comment faites-vous pour travailler la position perceptuelle 1? Alors, excuse-moi Maria, mais du coup il m'est venu encore D'accord, pardon. Non, c'est moi. Une suite de réponses pour la question précédente. C'est que dans les différences culturelles, il n'y a pas que le langage. Il y a justement toute la symbolisation qui n'est pas la même. Mais là, de nouveau, je pense que la personne nous déplie sa carte du monde. Et à partir du moment où on est assez ouvert nous-mêmes, on fait avec ce qu'elle nous propose. Et peut-être que ça, pour nous, ça représente la modernité, l'enfance. Et peut-être que pour elle, ça représente au contraire un grand danger pour X raisons. Eh bien, on fera avec le fait que pour elle, ça représente un grand danger. Donc, de nouveau, on se calque tout le temps sur la carte du monde de l'autre et c'est très écologique à ce niveau-là. Voilà, désolée. Ça m'est juste... Donc, tu parlais de la position 1, qui est la position associée. Alors, comme j'ai appris à la travailler moi, c'est qu'en fait, la position associée, si on reprend la girafe, si on regarde la girafe, on est dissocié. Mais par contre, si on vient se mettre à sa hauteur et qu'on regarde de là où se trouve son regard, ce qu'elle voit, ce qu'elle perçoit, ce qu'elle ressent dans le corps, les émotions et puis les pensées, les croyances que ça amène, on est de nouveau un associé. Et en fait, on n'arrête pas de passer d'associé à dissocié à méta et on recommence et c'est une boucle d'infini finalement. Et c'est ça aussi qui permet de déconstruire les croyances, de créer de nouveaux réseaux neuronaux, etc. C'est qu'on n'arrête pas de se promener de l'un à l'autre. Et comme le disait Paul, ça se fait d'une façon qui est assez naturelle, en tout cas chez l'enfant, mais que l'adulte a oublié. Mais dès qu'on retrouve en tant qu'adulte cette façon de faire, et ça, tu racontais Maria que ça fonctionne très bien aussi en gériatrie, on est dans le présent, dans l'instant présent, et on travaille simplement avec ce qu'on a là, sous la main. Et ça, c'est assez formidable. Je voulais Est-ce te que ça poser une répond? question pendant que Maria récolte ces questions. La Oui, tâche n'est pas aisée. Euh, Ça m'évoque quand même beaucoup les constellations systémiques à la Berthelinger, etc., etc. Et cetera. Et dans le procédé des constellations systémiques familiales de Berthelinger, il y a une phase finale où on se réapproprie le scénario, donc les acteurs sont là en place et on vient réintégrer la personne, je dirais, demandeuse de la solution pour se réapproprier. Est-ce qu'il y a un mécanisme de réappropriation? Parce qu'on est fort dans la représentation, dans ce que je vois quand même. Je dirais pas que c'est en conclusion que ça arrive. Je dirais que ça arrive tout au long du processus de la chosif. C'est-à-dire que, par exemple, durant la chosif, s'il y a ça comme obstacle, la personne va les prendre dans les mains, ressentir l'énergie et décider quoi en faire. Donc, elle peut soit s'en débarrasser, soit ça peut subir une transmutation, comme je vous le racontais pour un alcoolique tout à l'heure, soit encore autre chose. Si elle s'en débarrasse, on n'en parle plus. C'est bon, c'est fini. Donc, on va plutôt aller activer les ressources qui sont présentes, comme chez Nice, par exemple. Et à la fin, c'est justement le tombé de rideau. Tous les acteurs ont terminé leur passage. Et bien là, la personne, éventuellement en transe ou peut-être simplement en absorption, elle va intégrer tous les symboles qui lui sont agréables, donc toutes les ressources, et surtout l'état désiré. Et l'état désiré, elle peut le prendre aussi dans les mains pour le ressentir et l'inspirer à l'intérieur.
Donc, si tu veux, c'est de nouveau, pour moi, et ça c'est vraiment ma vision de l'accompagnement, on part d'un état actuel qui est difficile pour arriver à un état désiré qui sera agréable. Et entre les deux, on travaille avec les obstacles et les ressources, en essayant soit de se débarrasser des obstacles, si c'est bien pour la personne, soit de les transmuter et en amplifiant les ressources. Donc ça se fait vraiment tout au long du processus. Il y a une question par rapport à la durée d'une séance, entre 1 heure et 1 heure et demie, ça dépend. Ce qu'il y a d'intéressant aussi par rapport à la chose vive, c'est qu'en fait, on peut partir de l'état actuel et aller vers l'état désiré, et entre-temps, se confronter à des obstacles qui, sur le moment ou ce jour-là, sont encore trop importants. Et on peut très bien imaginer on va installer les ressources nécessaires, transformer ce qui peut être transformé sur le moment. Et c'est en ça que c'est tellement écologique et d'une bienveillance extraordinaire. Et puis, refermer le rideau sur le moment parce que c'est bien pour la personne, pour le reprendre la fois d'après. Ce qui est intéressant, c'est que la fois d'après, la personne ne va pas forcément utiliser les mêmes objets qui étaient déjà là, parce que entre la temporalité 1 et la 2, il s'est déjà passé des choses, donc il y a déjà des transformations qui apparaissent au niveau des objets symboles qu'elle va choisir. Et en fait, on peut travailler comme ça sur plusieurs séances. Et ça donne quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités et de respect par rapport à l'évolution et au rythme de la personne. C'est ce que j'appelle en fait fermer un chapitre à chaque séance. On va fermer un chapitre sur quelque chose qui est ressource, sur un état agréable. Alors peut-être que c'est juste une étape dans le cheminement de la personne vers son état désiré, mais on ferme sur une fin de chapitre positive. Et la prochaine fois, on peut reprendre ou pas au même endroit, ça dépend de nouveau de ce que la personne amène. Après, Maria, tu as tout à fait raison de dire que les objets peuvent être différents d'une fois à l'autre, mais il y a aussi la possibilité que les mêmes objets reviennent, même à quelques mois ou à une année de distance. C'est-à-dire qu'une personne qui utilise par exemple le Bouddha comme état désiré, elle peut tout à fait le reprendre quelques mois, quelques semaines, quelques années après, comme étant son état désiré. Donc c'est là où c'est assez extraordinaire de nouveau pour moi de voir la logique de notre inconscient, cette logique associative, analogique qu'il fait. Je vais reprendre la question d'Alain parce que je me l'avais posée aussi la dernière fois qu'on s'est rencontrés. L'explication de l'origine du mot chosif. C'est une bonne question. Je ne sais plus quand ça m'est arrivé tout au début. Je sais que j'ai commencé par l'appeler la chosification parce que c'était justement la matérialisation des paysages métaphoriques. Et après chosification, j'ai vu que le terme réification existait également. Puis je me suis dit, ouais, chosif, c'est quand même plus sympa, c'est plus. Voilà. Mais bon, ça parlait à personne. Donc c'est pour ça que c'est devenu la thérapie par la chosif maintenant. Donc en gros, voilà. Et pendant que j'écrivais le bouquin, j'ai quand même fait pas mal de recherches. Donc j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de liens avec la thérapie par la chosif, avec l'art-thérapie, et puis aussi avec, je ne sais pas pour ceux d'entre vous qui connaissent, mais le jeu de sable, la technique du monde, Winnicott, etc. Donc tout ce qui concernait la psychanalyse jungienne du début du siècle dernier, en fait. Ce sont des méthodes différentes, mais qui se rencontrent à certains points. Et surtout, je pense que c'est une très bonne chose qu'à notre époque, on recommence à travailler avec le jeu, avec la symbolisation externalisée, pas juste internalisée comme on l'a quand même beaucoup fait ces dernières décennies en PNL et en thérapie brève et en hypnose. Il y a une question. Voilà. Est-ce que vous pouvez travailler sur toutes les problématiques et dans le milieu professionnel, comment amener le coaché dans cette dimension quand on parle de management, de leadership, de communication? Alors là, je vous laisse les deux répondre et moi, je me repose. Alors, si je peux commencer. Alors, toutes les problématiques, bon, c'est une généralisation. En tout cas, autant de problématiques que nécessaire quelque part. Je pense que ça s'adapte à beaucoup de choses. L'intérêt, c'est pas. Enfin, moi, j'aime bien travailler avec un éventail de possibilités, que ce soit la chosif, que ce soit la PNL, que ce soit l'hypnose, que ce soit, dans certains cas même, y ajouter des fleurs de bac, parce que l'intérêt, c'est que plus on a un éventail large, plus on a une capacité à
à opérer de manière la plus bienfaisante possible pour la personne avec qui on travaille. Maintenant, au niveau du milieu professionnel, moi, je trouve que c'est particulièrement intéressant parce que justement, comme je le disais tout à l'heure, c'est que plutôt que parler de PNL ou d'hypnose qui peut parfois effrayer les gens, c'est on va arriver avec quelque chose d'innocent. Alors, parfois, je n'ouvre pas ma mallette magique devant la personne en disant on va jouer, les gars. Non, j'aime bien commencer plutôt par des images. Alors, j'ai un jeu de photos qui permettent d'introduire la chose et de commencer à travailler avec des images, ce qui permet déjà de créer une rupture par rapport à l'habitude de la personne avec qui l'on travaille, qui, elle, va déjà commencer à se dissocier avec l'image en tant que telle, ce qui est beaucoup plus facile d'amener après les objets en disant, ben, on a commencé avec les images, on a peut-être posé le cadre, la définition d'objectifs, etc. Ce qui permet d'amener ensuite, d'associer l'image à l'objet au travers de la chose-if et de continuer avec les objets. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des objets en eux-mêmes, eh bien, on peut l'utiliser en termes de management. Par exemple, quelqu'un qui devrait prendre une position de manager au sein de son équipe, ou bien qui devrait résoudre une problématique de conflit au sein de son équipe, ou une problématique de leadership ou de communication. Eh bien, l'utilisation de la chose-if va permettre de transférer cette problématique qui peut-être est très émotionnelle à un moment au travers de l'objet en tant que tel et de refaire justement l'utilisation de l'état désiré, comment est-ce qu'il est quand il est bien, qu'est-ce qui se passe quand il communique et que ça ne se passe pas aussi bien, qu'est-ce qu'il voit, de quoi il a peur, quels sont... il peut personnifier l'adversaire, entre guillemets, ou la peur. Et ça permet de travailler là-dessus et d'être dans les 3 dimensions, dans le VACOG, d'avoir les différentes positions de perception, de rentrer dans les niveaux logiques, d'utiliser la ligne du temps, de faire des entraînements même avec les objets en tant que tels pour permettre à la personne d'évoluer vers son état désiré. Je ne sais pas si, Maria, tu veux rajouter Je pense que la question elle était plus au niveau professionnel ou aussi au niveau de l'accompagnement. J'ai cru comprendre que c'était plus professionnel. Aussi des thérapies, je crois. Aussi. Ouais. Alors moi, en ce qui moi me concerne, mon expérience qui est, enfin voilà, j'ai accompagné des personnes avec des troubles alimentaires, des ados qui sont quand même dans des détresses qui sont quand même importantes. J'ai accompagné une personne qui a plus de souvenirs, mais qui n'est pas une personne âgée, mais simplement une personne qui n'arrive plus à accéder à ses propres souvenirs. Alors, on pourrait imaginer que le fait de ne pas avoir fait de cursus en psychologie ou en psychiatrie pourrait être un frein. Mais en fait, j'ai jamais peur de pouvoir les accompagner avec la chose-if, puisque je sais que je suis toujours dans le respect de ce qui peut être bien pour elle, et il se passe toujours des choses très belles. Et notamment avec la jeune fille que j'ai accompagnée pour l'anorexie, lorsqu'elle a été internée, la 3e reprise maintenant, mais la deuxième fois, j'allais avec mes objets à la clinique pour faire des séances de chose-if avec elle, à savoir que c'était une patiente qui pouvait absolument pas entrer en transe parce qu'elle tétanisait, il y avait des troubles très importants. Donc, comme elle était déjà elle-même très dissociée, c'était compliqué de l'amener à faire de l'hypnose. Donc, on faisait de la chose-if sans rien du tout d'autre, en rajoutant ni thérapie énergétique, ni hypnose, on travaillait que sur la modélisation symbolique et la chose-if dans les séances pour faire bouger, avancer. Et il s'est passé des très belles choses, des tellement très belles choses que la psychologue et la psychiatre que j'ai eue il y a 2 semaines, quand je leur ai décrit les séances, en fait, elles étaient vraiment elles en étaient arrivées à la même conclusion qu'on avait déjà vue il y a 6 mois. Mais sauf que j'avais absolument aucun crédit auprès du psychiatre de la clinique, ni avec ma chose-if. Donc, c'est assez intéressant de voir que même pour les personnes qui sont vraiment, vraiment très fragilisées et dans une grande détresse, la chose-if permet justement ce côté ludique qui fait que, oui, alors elle parlait souvent des objets, mais ça mettait à distance la problématique et elle pouvait vraiment l'exprimer complètement, transformer ce qu'elle pouvait transformer. Donc, on avançait vraiment des toutes petites choses, mais elle a réussi à écrire des contes qui sont juste magnifiques et qui l'ont permis, en tout cas, de retrouver l'espoir qu'un jour ça allait aller, l'espoir qu'elle avait de la force en elle, l'espoir
plein de compétences qu'elle avait cru oublier ou qu'elle ne ressentait plus à l'intérieur d'elle. Et elle a même recyclé les objets, enfin toute la chosif, en se baladant au bord du lac 3 semaines plus tard ou 2 semaines plus tard, où elle m'a envoyé une photo de plumes qui était vraiment apparue comme un symbole extrêmement important pour elle ce jour-là. Donc, elle les avait photographiées. Donc, en fait, tout ça, ça continue au-delà de la séance. Au-delà de la séance, il y a une empreinte qui est laissée par le travail qui est réalisé en chosif et qui est extrêmement porteur pour des personnes pour qui l'accès au langage, mettre des mots sur ce qu'ils ressentent est extrêmement compliqué. Quand Maria dit qu'effectivement le travail continue après la séance, moi je l'observe aussi, et bien souvent, je ne le fais pas à tous les coups, mais souvent je donne à la personne l'objet qu'elle a choisi pour se représenter et qu'elle a utilisé comme objet d'état désiré. Et souvent, les gens m'envoient les photos en disant ah bah c'est sur mon bureau, j'y pense toujours. Une personne je lui avais donné une petite fée parce que pour elle, elle se voyait en petite fée. Vous savez comment ça s'appelle la fée de Peter Pan. Clochette. Voilà, Clochette. Et elle m'a montré qu'elle avait vissé un truc dedans. Alors je dis ah mais t'as torturé ta fée. Et elle m'a dit non mais je l'ai toujours en porte-clés comme ça. Et ça lui permet de le prendre avec. Et effectivement, pour rebondir sur ce que dit Maria, c'est que les gens vont conserver cet objet parce que ça. Alors bon, il ne faut pas que ça devienne un objet fétiche parce que le problème, c'est que s'ils le perdent, ils sont enquiquinés. Mais enfin, en même temps, ça devient quand même un ancrage qui est intéressant pour eux parce que ça leur redonne ça leur rappelle en même temps tout le progrès qu'ils ont fait. Et pour ça, c'est vrai que ça va au-delà de simplement du moment, l'heure et demie que l'on passe avec la personne. Parce que je pense justement qu'en travaillant au niveau métaphorique, donc vraiment à un niveau inconscient, on travaille avec cette partie des gens qui ont accès au tout. Alors après, chacun peut s'imaginer différemment pour tout, mais je pense que tout le monde est d'accord qu'il y a quand même une forme de connexion qui existe entre la nature, l'être humain, les animaux, le cosmos, etc. Et de travailler au niveau symbolique permet cette connexion-là. Et donc permet de travailler à un niveau, c'est le dernier des niveaux logiques finalement. Mais du coup, on croit commencer à travailler sur un comportement et puis on se retrouve déjà au niveau des croyances. On avance encore un petit peu, on fait un ou deux recadrages, etc. Et paf, on est déjà au niveau de l'identité. Et puis après, très rapidement, parce que c'est au niveau symbolique qu'on travaille, on se retrouve dans ce qui fait de nous plus que juste une machine humaine, mais un être humain, un être tout simplement qui fait partie d'un système, d'une écho... comment on appelle ça Olga, si tu es encore là, comment on appelle ça? Quand il y a un beau... vous savez, quand il y a une belle nature qui fonctionne bien, une biodiversité. On se retrouve dans une biodiversité symbolique qui montre que la carte du monde de la personne est dépliée et est en accord avec le reste. Et ça, je trouve que c'est assez fantastique. Voilà. Il y a quelqu'un qui demandait si on pouvait suggérer de changer les submodalités des objets symboles. Ça va se faire naturellement de nouveau. Parce que si à un moment donné, les sous-modalités, donc les caractéristiques d'un symbole ne conviennent plus, eh bien la personne, elle va l'enlever puis dire je vais aller chercher une autre voiture parce que c'est plus celle-là que je veux. Ou si un obstacle ne convient plus parce que justement il y a eu des recadrages, des prises de conscience, etc., la personne peut tout à fait dire ok, moi ça ne me convient plus, je vais le remplacer par ça. Donc en fait, on ne va pas travailler directement sur les sous-modalités ou sur les caractéristiques du symbole, c'est un chemin de nouveau qui va se faire par lui-même. Et souvent, on change de symbole ou en changeant juste la position d'un des membres ou de quelque chose du symbole. Ça peut être comme là, c'est possible de bouger les bras ou la tête, mais ça pourrait aussi être de le retourner ou comme tu disais Christian tout à l'heure, de coucher la girafe ou quoi que ce soit d'autre. Donc en fait, chaque sous-modalité qui va changer va l'être au niveau spatial, peut-être au niveau couleur et surtout au niveau de la forme. Et du son, bien sûr, et du parfum, enfin du bacog. Pardon. Ce qui est intéressant par rapport à ce que Cécile dit, c'est qu'effectivement, dans les sous-modalités de l'objet,
quand on est sur des objets qui peuvent être assemblables, par exemple les Playmobil ou les Lego, moi j'aime bien ces éléments-là aussi, c'est que typiquement, si on a un Playmobil qui a une carapace ou qui a un objet dans la main, ben, la personne peut l'enlever. Et ça, j'ai déjà vu où tout d'un coup, elle désarmait en fait cette peur qui était là parce qu'elle avait un trident ou Dieu sait quoi. Et ça a une symbolique aussi. Et ça permet à la personne d'avancer sans peut-être supprimer la peur, mais de la désarmer et en la gardant en contrôle parce qu'elle est toujours là. Donc, quand elle est là, elle la voit. Et quand elle la voit, ben, elle voit qu'elle ne va pas surgir de n'importe où dans son dos, mais elle est désarmée. Donc, elle reste à distance, un peu comme Saint-Georges qui maîtrise son dragon du bout de l'épée, mais qui ne le tue pas. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça permet à la personne de rester avec l'objet dans la ligne de mire, mais en ayant plus peur, par exemple. Il y a 2 autres questions. La première, c'est est-ce qu'on a fait des séances avec des personnes de 65 ans et plus? Alors moi, je n'ai pas été jusqu'à 65, mais je n'étais pas loin. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, ce que j'avais déjà remarqué en fait en utilisant l'hypnose avec des personnes qui souffrent d'Alzheimer, c'est que c'est très important d'être dans l'instant présent et dans le sensoriel. Et en fait, avec des personnes âgées qui peut-être ont des problèmes cognitifs ou des problèmes de mémoire ou quoi que ce soit, avec la chosif, on est dans l'instant présent. Et ce qu'elles n'arrivent pas à retrouver ou ce qu'elles n'arrivent pas à exprimer, les objets les appellent. Et donc, on peut tout à fait travailler de cette façon-là, comme on le fait en hypnose. C'est vraiment au niveau sensoriel et dans l'instant présent. Et puis, il y a une question aussi qui dit de quel type de transe on est en train de parler, Cécile. Alors moi, je parle d'une transe qui est... pour autant qu'on soit d'accord avec la profondeur du niveau de transe, je dirais que j'utilise moi une transe qui est légère et dynamique parce que la personne est debout et que simplement je vais utiliser des métaphores archétypales, dont l'arbre intérieur dont je vous parlais tout à l'heure, pour simplement que la personne puisse s'absorber et puis commencer à dialoguer avec ces symboles, avec les objets symboles qu'à un moment donné, elle prendra dans les mains ou que je lui poserai dans les mains en lui proposant aussi des ressentis au niveau énergétique, etc. Mais c'est en tout cas pas des hypnoses où la personne est dans une sorte de coma ou quelque chose comme ça. C'est vraiment... Oui. Et typiquement, bah justement, quand on est en milieu professionnel, ça va être assez complexe de commencer à induire des transes profondes. Enfin, ça peut passer, mais des fois, ça passe pas. Et justement, avec la chosif, ce qui est intéressant, c'est qu'on va amener la personne dans une transe légère, dans une transe dynamique, puisque la personne va être debout, elle tiendra peut-être les objets dans chacune de ses mains, ce que j'ai déjà réalisé, notamment avec l'histoire que je raconte dans le livre. Et la personne, on ne lui parle pas d'hypnose, on ne lui parle pas de tout ça. Elle y vient par elle-même parce qu'elle se concentre, elle a son regard intérieur, elle ressent la force et l'énergie des objets, elle lâche à un moment, là en l'occurrence, la personne avait lâché parce qu'on parlait de procrastination dans ce cas-là, ce qui la bloquait, et puis elle tenait en main ce qui la motivait, puis elle a pu redresser, c'était une coupe, elle a pu redresser la coupe au-dessus d'elle, etc. Et on était dans une transe légère et dynamique. Et ça permet effectivement d'entrer dans ce niveau modifié de conscience-là, en restant en confiance, justement, en évitant d'entrer, en disant ouais, je vais vous faire de l'hypnose, et puis après, la personne elle pense qu'elle va ressortir elle-même déguisée en canard. Donc, ça évite tout ça. Et je trouve ce qui est génial, c'est que grâce aux objets, on leur permet de se détacher, puis de se réassocier avec, et avec la puissance de la ressource, notamment. Exactement. Oui, puis en fait, quand la personne, moi j'ai constaté en séance que quand la personne commence à chercher dans les objets, il y a toujours un moment donné où elle fait un immense soupir et on sait qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau de son état de conscience. Il y a déjà quelque chose qui est en train de se mettre en place. Donc après, on n'est pas obligé d'aller beaucoup plus loin parce que déjà, elle va être debout, déjà elle est en mouvement, donc il se passe déjà plein de choses déjà à ce moment-là. Il y a une autre question qui est, est-ce que vous proposez à la personne de venir avec ses propres objets? Pour moi, c'est non. Alors, les étudiants m'ont déjà posé plusieurs fois cette question. Et comme vient de le dire Maria, pour moi, c'est non parce que je pense que les objets qu'amènerait la personne seraient déjà teintés de ses croyances, de ses filtres cognitifs, etc. Et qu'il vaut beaucoup mieux la surprendre avec nos objets à nous.
Parce que ça crée une forme de confusion, ce qu'on retrouve de nouveau dans l'hypnose. Et c'est important, quand il y a une confusion, de plonger dedans avec des suggestions, etc. Et là, la confusion que va amener le nombre d'objets proposés, le choix à faire, et puis peut-être le non-sens de vouloir travailler avec des objets, amène de la confusion dans laquelle immédiatement on peut venir avec nos suggestions, pénélistes ou de quoi que ce soit. Ok, et maintenant alors, quel objet choisiriez-vous pour représenter ce que vous vivez maintenant? À régler, quel est l'objet qui vous représente? Et entre les deux, quels sont les obstacles et les ressources? Et puis là, la personne, sans se poser aucune question, comme le disait Paul, va amener objet, 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 etc. Puis on va travailler avec ça. Et puis, avec les personnes qui sont beaucoup dans le rationnel, de répéter tout le temps la même chose, de vous faire tenir une déo, une détermination d'objectif ou une cueillette pendant 3/4 d'heure, là, on peut aussi les couper très facilement avec ça. Ok, d'accord, j'ai bien compris tout ce que vous me dites. Maintenant, choisissez un objet qui représente ce que vous êtes en train de vivre. Et puis, on passe à un autre niveau. Et ça, c'est intéressant pour ça aussi également. Après, moi, ça m'est arrivé quand c'est des suites de séances et que le travail n'est pas terminé, notamment avec la pâte active dont je parlais tout à l'heure. Une des ressources que je lui avais données, elle a eu besoin à un moment donné d'aller la rechercher pour la replacer. Pour moi, ça, c'est parfaitement OK. Mais parce qu'elle n'en trouvait pas une autre qui pouvait avoir la même puissance pour elle, la même force et le même sens. Donc ça, c'était OK. Mais d'amener ses propres objets de la maison, on perd au niveau surprise et au niveau l'effet que ça produit. On perd. Moi, en tout cas, je suis pas pour du tout. Surtout qu'effectivement, la personne, elle va arriver avec ses propres représentations, alors que là, ça lui permet d'en créer des nouvelles. Hein, je rebondis simplement, mais c'est ça. Hein, ça permet vraiment de créer des nouvelles représentations et de faire des associations d'idées et d'ouvrir des nouveaux champs qu'elle n'aurait pas ouverts s'il avait dit, ouais, bah, je vais prendre, je sais pas, le Playmobil de mon fils, le doudou de ma fille, ou Dieu sait quoi. Donc, Il y a une question qui demande si il faut photographier la séance de Niels. Alors, je dirais qu'en général, j'ai remarqué que photographier juste avant le tombé de rideau ou le tombé de rideau est un excellent ancrage. Parce que la personne peut l'imprimer après, peut le mettre en fond d'écran, etc. De toute façon, pour elle, c'est quelque chose de porteur. C'est l'état désiré qu'elle a, d'une certaine façon, déjà atteint. Donc oui, c'est une très bonne chose de photographier. Maintenant, en tant que praticien, c'est très important, si on arrive à le faire discrètement, sans faire de bruit, ou par un moment où ça peut déranger le pâte actif ou lui donner l'impression qu'on ne s'intéresse pas à lui, de prendre des photos de la progression de la séance. Parce que comme vous l'avez vu, ça change extrêmement rapidement. Et donc, en tant que praticien, en tout cas toutes les premières séances, c'est bien de retravailler dessus. De se dire, ah ouais, qu'est-ce qui s'est passé ici? Oui, je me rends bien compte de ça. Enfin, d'analyser, de faire de la métacognition, de se mettre en position méta et puis d'aller analyser ce qu'on a fait. Parce que c'est le monde interne de chacun au niveau métaphorique est tellement immense. C'est comme s'il n'avait pas de fin, que de pouvoir en comprendre une toute petite partie. C'est comme si avec un télescope, on allait regarder la Lune ou une étoile ou quoi que ce soit. On en voit une toute petite partie. Et cette petite partie est déjà tellement pleine de tellement de symboles, de métaphores, de systèmes métaphoriques, de systèmes symboliques, que oui, ça vaut la peine de prendre des photos et d'aller réfléchir sur ce qu'on a fait et comment on a fait, qu'est-ce que ça amène chez nous, etc. Et pour la personne, de prendre une photo, le mieux ce soit que ce soit elle qui prenne la photo du tombé de rideau, de l'état désiré finalement, qui est devenu le nouvel état actuel, mais non problématique. On parle de nouveau d'ancrage en fait. Puis il y a une question qui demandait où est-ce qu'il pouvait avoir les références du livre. Alors, je sais que Christian n'avait pas tellement envie qu'on fasse de publicité, ce que je trouve très bien sur un groupe. Pour les bouquins, il y a une exception culturelle, on va dire. J'explique tout le monde que quand on regarde l'effort que représente un livre par rapport à ce que ça peut amener, je trouve que c'est de la bonne action publique que d'en faire la promotion. Donc non, pour les bouquins, il n'y a pas de limitation de publicité. Alors, merci beaucoup. Donc pour le moment, le moyen le plus simple de le commander, c'est lui, si jamais. Faut que tu approches un petit peu ça. Donc les éditions L'Harmattan, parce qu'ils le proposent en numérique et en papier, et les frais de port sont gratuits pour la France et pour la Belgique, pas pour la Suisse malheureusement. Sinon, j'ai vu qu'on le trouvait sur Amazon,
je ne crois pas qu'il est déjà disponible sur la Fnac ou chez Payot. Mais par contre, si vous le commandez à votre libraire, que ce soit en ligne ou une librairie réelle, il y est en tout cas, il est paru. Et en plus, comme je peux parler du bouquin, Christian, merci beaucoup, mais ça a été une sacrée aventure parce qu'il y a eu 9 praticiens en chosif, donc des personnes que j'ai formées en chosif, mais qui étaient déjà pour la plupart coachs, thérapeutes, etc., qui ont participé, qui ont amené leur transcription, leurs expériences de la chosif. Donc, je trouve que c'est très riche. Et puis, 2 personnes que je respecte et aime beaucoup, qui sont Anne-Laure Nouvion et Christophe Godefriot, ont aussi accepté avec plaisir de faire des préfaces. Et donc, ça donne de nouveau, si on reprend la PNL avec toutes ces positions, ça donne plein de points de vue et d'expériences différentes. Et en plus, les éditions L'Harmattan ont assuré, parce que c'était pendant le Covid qu'ils ont reçu le bouquin, et ils ont réussi en un mois à le préparer et à le publier. Et ça aussi, c'était une sacrée aventure. Donc voilà, c'est une aventure de l'aventure, je dirais, que ce livre. Et Maria et Paul ont écrit chacun un ou 2 articles là-dedans. Donc voilà. Cool. S'il n'y a pas d'autres questions, je vérifie un tout petit peu. Euh, J'aime bien être dans les temps pour terminer parce qu'on sait qu'on a tous des journées bien remplies et on est à la fin de celle-ci. Il me reste à vous remercier. C'était très sympa d'avoir une animation à 3. C'est la première fois qu'on voit ça. C'est toujours très amusant. Ça m'a permis de déléguer à Maria la rude tâche de décoder la table de conversation. J'espère que tu me pardonneras un jour. Oui, oui, c'est déjà fait. Il me reste à remercier tous les participants avec images, sans images et d'avoir cette découverte. Effectivement, je pense que tout le monde sera d'accord que c'est quand même vachement PNL comme truc. Hein. Le vachement PNL. Même si ça fait peur, hein, Paul. Non, pour moi, ça me fait pas peur, mais parfois, ça peut chez les autres. Même pas peur. Allez, c'est bien. Même pas peur, exactement. Merci beaucoup, Merci Cécile. beaucoup à toi, surtout. Merci beaucoup à toi pour avoir Merci à... Ouais. ce groupe avec Damien. Et merci Marc-Paul et merci à tous ceux qui essaient. Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités. Je peux me permettre une dernière petite question? Vas-y, Annabelle, vas-y, lâche-toi. Je vais être un petit peu embarrassante peut-être, hein, mais je voudrais juste une petite publicité pour une formation en Belgique. Allez, sur la chosif. Allez, vas-y, lâche, parce que tu as fait des couettes, hein, sinon. Je voudrais savoir où je peux me former à la chosif, mais étant donné que je suis belge et pas suisse, je vous avoue que je ne vais pas aller jusqu'en Suisse pour me former. Je pense que le mieux, ce serait que, Annabelle, tu m'envoies un email parce que de nouveau, Christian est très clair avec ce qui se passe sur ces conférences, etc. Et Ok. faire de la publicité déplacée. Mais si tu me contactes par mail ou par MSN ou quoi que ce soit, avec plaisir. Super, merci. Avec plaisir. Il me reste pour conclure, la semaine prochaine, ça sera quelque chose encore radicalement différent, puisqu'il y a eu la masterclass avec Richard Bandler, qui a été entre-temps traduit et transcrit en espagnol, en anglais et en français. J'ai mis le lien, je crois, sur le groupe, je pense, ou en tout cas, je vais le faire si ce n'est pas fait. Et vous pourrez revoir, et bon, ce serait quand même bien d'avoir revu si vous n'avez pas participé, et en tout cas avec la transcription en français. Ça reste quand même un monument de la PNL et donc j'ai invité Michel Wozniak qui est l'organisateur de cet événement à venir commenter, post-commenter. Moi j'ai quand même l'intention de l'interpeller sur la dimension banlérienne de la PNL qui mériterait au minimum d'être éclaircie, comparée par analogie. Donc je pense que ça pourrait être très intéressant. Ça se fera dans l'ouverture, le respect, la tolérance, mais quand même avec un tout petit peu de provocation parce que ça fait du bien. De toute façon, Bandler n'aurait pas craché sur cette provocation. Hein. Et c'est très bien y réagir. J'imagine, mais il ne sera pas là, heureusement, on peut y aller, quoi. Bon, merci beaucoup, passez une bonne soirée et à la prochaine fois. Merci à tous, merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci, au Merci et revoir. belle soirée. Merci à vous aussi.